le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. L'ONG Africamundo et ses partenaires, le collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie, le réseau international francophone des aînés, l'UNESCO, partenaire institutionnel, Afrique Première, du 1er au 28 février, édition 2021. Bonjour, chers amis. Bonjour à ceux qui nous suivent d'un peu partout de la planète, de l'Afrique essentiellement, mais aussi beaucoup de sa diaspora répandue à travers sur les différents continents. En fait, aujourd'hui, on s'est réunis aujourd'hui dans le cadre d'un événement qui n'est plus à annoncer, un événement que beaucoup d'entre vous, vous suivez depuis quelques jours déjà avec grand intérêt. Donc, on est ici aujourd'hui autour de cette table virtuelle. La circonstance, la pandémie nous y oblige. Donc, on s'est adapté pour se parler. On trouvait quand même important de s'asseoir autour d'un thème qui, pour nous, s'inscrit pleinement dans le programme de mois de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, l'édition 2021, une édition particulière, une édition complètement virtuelle. Et donc, le thème de cette assise, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais je veux juste placer le panel de ce matin dans son cadre. Donc, ce panel dans la programmation qui a été établie pour le mois de l'histoire de l'Afrique du Nord et de cette diaspora, édition 2021, se situe dans la troisième semaine qui a pour thème connaissance des mondes africains. Donc, c'est une façon pour nous de mettre en lumière et de réfléchir sur différentes possibilités, sur différentes thématiques avec des chercheurs, des gens qui ont des expertises diverses à travers l'Afrique et ses diasporas. Et nous, ce matin particulièrement, on est assis pour réfléchir, discuter, échanger autour du thème suivant, expertise et talent au sein de la diaspora. Quelle opportunité pour l'Afrique? Et pour échanger avec moi, quand je dis échanger, c'est vous, je dis vraiment que l'objectif de cette table ronde, c'est vraiment une charte de faire ressortir différentes façons pour nous de faire bénéficier l'Afrique de tout ce que sa diaspora regorge aujourd'hui comme expertise, comme talent. Et donc, pour conduire à la discussion, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui avec moi d'éminentes personnalités, des gens que je suis vraiment honoré de connaître et de discuter avec eux, d'échanger avec eux à différentes occasions, et que je suis particulièrement content d'avoir autour de cette table parce que c'est des gens qui savent de quoi on parle. Et donc, je vais leur laisser la parole pour qu'ils se présentent. Mais pour ma part, mon nom c'est Serge Diossa-Adon. Je suis d'origine béninoise et j'évolue à Québec, dans la ville de Québec au Canada. Et je travaille présentement pour le ministère de la Santé comme conseiller scientifique. Et donc, j'ai un doctorat en imagerie, non, j'ai un background en imagerie médicale, certes, ça me colle à la peau, mais après ça, j'ai fait un doctorat en santé publique, spécialisation, promotion de la santé. Et je m'intéresse vraiment à tout ce qui est transfert de connaissances. Donc, vous comprendrez un peu mon intérêt pour le thème de ce débat. Et donc, pour la présentation de nos panélistes, je vais leur laisser le soin de s'introduire à vous pour qu'on sache avec qui on va passer la prochaine demi-heure, les prochaines 45 minutes. Honneur aux dames, on a une femme qui représente valablement la gente féminine autour de la table. Et donc, Emmanuel, ça va être à toi. Qui est Emmanuel? Merci pour l'introduction, Serge. Moi, je m'appelle Emmanuel Chekanda. Je suis d'origine camerounaise, mais très colorée dans mon background. J'ai fait un doctorat en Allemagne en virologie moléculaire, immunologie moléculaire et biologie moléculaire en général. En Allemagne, c'est un peu sur plusieurs sujets qu'on fait son doctorat dans le fond. Et après cette étape-là, j'ai immigré vers le Canada
où j'ai fait mon postdoc à l'université, en Allemagne déjà, pour revenir, j'étais à l'université de Göttingen. L'université de Göttingen, un peu dans le nord-centre de l'Allemagne. Et une fois arrivée à Montréal, j'ai donc été admise à faire un postdoctorat à l'Université de Montréal au département de médecine, en fait, de l'université, où j'ai travaillé sur différentes interactions entre les protéines et les molécules en général pour mieux comprendre, en fait, la structure des molécules et de leur fonctionnement. Par la suite, j'ai eu un emploi donc à l'INES, qui est l'Institut national d'excellence en santé en services sociaux, qui est en fait commandité par le ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec pour répondre à plusieurs questions d'ordre du système de santé, d'amélioration du système de santé. Et moi, particulièrement, je travaille dans l'évaluation des analyses de biologie médicale. Donc, en gros, c'est ça mon parcours. Merci Emmanuel et bienvenue autour de cette table. Alors, je vais évoluer comme vous apparaissez sur mon écran, de la droite vers la gauche, et la parole va être à M. Moumouni. Merci beaucoup. Mon nom est Charles Moumouni. Je suis d'origine béninoise, comme Serge, comme Henri et comme Steve. J'ai demandé à Serge si c'est un hasard que les Béninois se ressemblent comme ça autour de la table, mais il m'a dit non, il y a quand même une variété de nationalités, j'ai bien compris. Et c'est avec plaisir que j'échangerai donc avec Emmanuel et tous les autres sur la table, autour de la table. Moi, je suis professeur titulaire au département d'information et de communication de l'Université Laval, donc au même titre que Henri Assorba. Je suis par ailleurs avocat, membre du barreau du Québec, puisque je suis juriste aussi, je porte ce chapeau. Et actuellement, je suis coprésident de l'Institut panafricain de la gouvernance économique et financière. Donc, toutes les questions qui touchent à la gouvernance, à la communication institutionnelle, au développement des affaires. Donc, voilà un peu les enjeux sur lesquels je suis porté. Donc, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous autour de cette table virtuelle. Merci. Bienvenue, M. Mouni. Alors, ça va être le tour de M. Assorba. À vous la parole. Merci Serge. On m'appelle Henri Assorba, je suis originaire du Bénin, mais je me définis un peu comme un citoyen du monde puisque, outre ma terre natale, j'ai vécu au Sénégal, à Dakar, j'ai vécu également à Alexandrie, en Égypte, j'ai vécu à Lyon, en France, et aujourd'hui je suis à Québec, dans la belle province, donc au Canada. Je suis professeur titulaire au département d'information et de communication comme Charles Moumouni. Je m'intéresse surtout aux questions journalistiques puisque, comme on le dit, les premières amours, j'ai d'abord été journaliste professionnel avant de reprendre mes études pour faire un doctorat en communication. Donc, je m'intéresse surtout au traitement de l'information et beaucoup plus axé sur les thématiques environnementales. Est-ce que ça intéresse les gens et comment ils en parlent et sous quel angle et tout ça. Donc, c'est ma thèse à porter là-dessus. Pour l'instant, je suis au département et je suis beaucoup plus dans le secteur journalistique et je m'intéresse aux médias africains et à la démocratie et tout ça. Donc, voilà. Merci, M. Assorba. Je me félicite de l'étendue de notre domaine autour de la table. Donc, ça va être un débat très riche. Je laisse la parole maintenant à M. Steve pour se présenter. Steve. Oui, bonjour. Moi, c'est Steve Dagnon. Je suis d'origine, disons, béninoise. Sinon, je suis né au Sénégal et puis mes parents sont nés au Sénégal. Donc, mais un Dagnon doit avoir revendiqué la nationalité béninoise. Donc, je suis, comment je vais dire, j'ai fait une maîtrise en ingénierie financière. Donc, depuis 2005, j'évolue dans le domaine bancaire. Donc, depuis 2005, je travaille dans le domaine bancaire. Je suis arrivé ici au Québec en 2012 pour une maîtrise à l'Université Laval, dans toujours un MBA en finance. Et puis, chemin faisant, je me suis plus orienté vers la planification financière. Et depuis 2016, au fait, je travaille
chez Desjardins, au fait, en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Donc, moi, tout ce qui m'intéresse, vraiment tout ce qui est financement, comment apporter au fait, comment financer les PME, PMI, toutes ces choses-là, comment développer l'Afrique en se misant sur le privé. C'est vraiment ces choses qui m'intéressent vraiment. Merci. Ben voilà qui met bien la table et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. En fait, en introduction vraiment à nos échanges, j'aimerais peut-être mettre l'accent sur quelques points qui font peut-être mal ou bien qui vont interpeller des gens en mentionnant vraiment quelques éléments de l'histoire de l'Afrique. Évidemment, c'est des éléments qu'on ne peut pas ignorer et qu'on ne peut pas écarter, on n'a pas le contrôle sur l'histoire. Et donc, ces éléments mettent bien vraiment les assises pour nos échanges aujourd'hui. Je vais évoquer évidemment l'esclavage dans lequel l'Afrique aurait été comme dépourvue entre griffes de ses bras valides. En tout cas, il y a un chanteur de chez moi qui dit l'Afrique a perdu ses bras valides dans ce commerce historique que tout le monde garde en mémoire encore certainement. Et je vais faire vraiment de grands sauts pour parler des événements peut-être un peu plus récents en tout ce qui a trait à l'immigration où beaucoup d'Africains, après la colonisation, la période post-coloniale, ont suivi un peu, il y a eu un flux massif d'Africains, de jeunes à la quête de savoir. Donc, beaucoup partaient pour des universités européennes et dans d'autres pays occidentaux. Et donc, veut pas, beaucoup de ceux qui partent ne reviennent pas. Donc, beaucoup, ils trouvent leur compte, puis ils commencent par exercer en Occident et tout. Mais dans les dernières décennies, il y a un phénomène que moi, particulièrement, je trouve intéressant. Savoir que l'avènement de la mondialisation, je veux dire, l'essor technologique a connu l'humanité qui a favorisé un peu, oui, le flux des humains qui continuent dans les deux sens, autant vers l'Afrique que vers l'Occident. Mais aujourd'hui, avec la technologie, l'évolution de la technologie, l'avènement des réseaux sociaux, tout ça, il y a un flux massif, un flux encore plus riche d'idées et de personnes. Donc, je dis tout ça pour mettre l'accent sur un point pour dire, selon moi, aujourd'hui, l'Afrique ne peut plus continuer à pleurnicher sur son sort en disant que l'Afrique a perdu ses bras valides, l'Afrique a perdu ses cerveaux, l'Afrique a perdu ses talents. Si je postule qu'on a là une opportunité, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On peut s'entendre pour dire qu'il y a une opportunité à saisir pour l'Afrique aujourd'hui vis-à-vis de la richesse dont regorge cette diaspora de part et d'autre à travers le monde. Alors, je vais laisser la parole à M. Moumouni pour casser la glace, comme on le dit. Merci Serge. Je suis d'avis que l'Afrique aujourd'hui n'a pas à se lamenter sur son sort. L'Afrique se désole quand elle se compare aux autres régions du monde, mais si elle se regarde bien, elle devrait plutôt se consoler. Se consoler d'abord grâce à son histoire, parce que son histoire, ce n'est pas une calamité, grâce à ses ressources et surtout grâce à sa diaspora. C'est ça qui nous réunit ici ce matin. D'abord l'histoire, oui, si l'Afrique se regarde bien, en fait, l'Afrique, elle est riche de son histoire. Elle est riche d'une grande histoire qui est en renaissance aujourd'hui. C'est pourquoi nous organisons le mois de l'histoire des Noirs et le mois de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. C'est une histoire qui sort des décombres de l'esclavage, des décombres de la colonisation, puisqu'on a longtemps réduit l'histoire de l'Afrique à l'esclavage et à la colonisation. Or, quand on regarde au-delà, l'Afrique, c'est bien sûr, on le sait, le berceau de l'humanité. C'est aussi le berceau de la civilisation humaine. C'est le foyer de cette brillante civilisation grecque qui a nourri tout l'Occident et qui donc aujourd'hui a favorisé le développement des autres parties du monde. Donc, Cheikh Anta Diop, que nous célébrons dans le cadre de ce mois de l'histoire des Noirs, a passé toute sa vie à le démontrer. Donc, l'histoire africaine est une véritable richesse. L'Afrique n'a pas à se lamenter, bien sûr, parce qu'elle a des ressources, et ça, on ne va pas l'étaler ici, on le sait, les énormes ressources dont dispose l'Afrique. D'abord, sur son immense territoire, 30 millions de kilomètres carrés, assez pour comprendre l'ensemble des territoires des États-Unis, du Japon, de l'Inde et de l'Europe. Donc, c'est important de regarder l'Afrique non pas comme un pauvre continent, mais un continent
un continent assez riche. Ce continent qui est riche aussi de sa démographie. C'est d'abord aujourd'hui 1,4 milliard, enfin 1,2 milliard d'habitants en Afrique. Mais si on ajoute la diaspora, ben c'est énorme comme potentiel. Cette diaspora aujourd'hui est définie comme l'ensemble, disons, des personnes qui sont d'ascendance africaine, qui sont d'origine africaine, mais qui vivent à l'étranger, qu'elles vivent en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans la Caraïbe, en Europe, en Asie, en Océanie, partout dans le monde, et qui sont désireuses de contribuer au développement de l'Afrique et contribuer au développement de l'Union africaine. Alors, on estime à peu près qu'il y a 200 millions de personnes aujourd'hui qui se réclament de cette diaspora active tournée vers l'Afrique. Cette diaspora, c'est d'abord un immense potentiel économique parce que rien qu'à regarder les transferts de fonds qui se font en direction de l'Afrique, on estime que ces transferts-là, aujourd'hui, équivalent à 2 fois ce qu'on peut aujourd'hui avoir comme l'aide publique au développement. En 2017, ces transferts étaient de l'ordre de 65 milliards de dollars, alors que l'aide publique au développement n'était que de 29 milliards. Donc, c'est un énorme potentiel dont dispose l'Afrique du point de vue de sa diaspora. Il reste à voir évidemment comment investir cet énorme potentiel économique. L'Afrique, la diaspora, c'est aussi une richesse en termes de diversité des talents, de diversité des expertises dont l'Afrique peut profiter, et aussi, c'est aussi un énorme potentiel en termes de mobilisation, en termes de connectivité, en termes d'action collective aussi. Donc, nous avons cette diaspora qui est prête à vraiment se mobiliser au service de l'Afrique. Donc, une Afrique qui a une histoire aussi riche, qui a des ressources aussi énormes et qui a une diaspora aussi disponible, ne peut plus évidemment se lamenter sur son sort. Merci beaucoup, professeur Moumouni, pour ce survol en fait, de l'étendue de la richesse de l'Afrique. Et je vous voyais, je voyais monsieur Assomba sourire tout au long de votre intervention. Est-ce qu'il y a des aspects qu'on peut ajouter peut-être du point de vue environnemental? L'Afrique ne doit pas se plaindre non plus, monsieur Assomba. Non, pas du tout. Et je partage entièrement la table qui vient d'être mise par mon aîné Charles Moumouni. Et je ne reviendrai pas sur les rappels qui sont faits pour montrer qu'on n'a pas à se morfondre sur l'état actuel de l'Afrique et sur la richesse tout au long de son passé et tout ça. Donc, sur le plan environnemental, il faut reconnaître que l'Afrique non plus n'a pas à rougir de ce qu'elle dispose en termes de richesse également. Il y a un ouvrage qui est sorti tout récemment, l'impérialisme du colonialisme vert et tout ça, qui montre un peu comment on veut nous faire croire qu'on ne dispose pas de ces richesses-là et que normalement ce qui est déjà détruit de l'autre côté, sous d'autres continents, il faudrait le préserver en Afrique en excluant des populations et tout ça. Donc, c'est tout un débat qu'il y a autour de ça pour montrer comment, effectivement, les immenses richesses environnementales au niveau donc, de l'Afrique, parfois, on n'en a pas conscience et on devrait beaucoup plus les préserver et voir. Et on a cet avantage-là également de ne pas pouvoir commettre les mêmes erreurs qui ont été commises ailleurs et tout ça. Donc ça, on n'en est pas conscient suffisamment et tout ça. Donc il faut apprendre des erreurs qui ont été déjà commises sous d'autres cieux et ne pas les reprendre chez nous. Moi, en ce qui concerne l'opportunité, oui, je ne parlerai pas en termes d'une nouvelle opportunité. Cette opportunité-là, elle a toujours existé de mon point de vue. Elle a toujours existé. L'importance de cette opportunité-là, elle s'est accrue au fil des décennies. On s'en rend compte beaucoup plus aujourd'hui qu'il faudrait, Charles en parlait et tout ça, donc rien qu'à prendre les transferts, ce qui se fait, donc il y a une importance, il y a quelque chose qui est là, qui ne demande qu'à être exploité et mieux exploité. Mais avant de parler d'opportunités, moi je voudrais qu'on s'arrête un bout de temps pour dire, faisons le bilan de ce qui a déjà existé, donc de ce qui a déjà été fait. Et c'est à partir du bilan d'un état des lieux qu'on va dire, bon d'accord, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qu'il faudrait corriger, essayer donc de voir dans quelle mesure on peut, en capitalisant
toute l'expertise dont on a parlé, toute la richesse, tout le talent dont l'Afrique dispose au sein des différentes diasporas, comment on peut mieux les exploiter. Donc, il y a besoin de faire un état des lieux, de mon point de vue, pour dire oui, il y a une opportunité, ce n'est pas quelque chose de nouveau en soi. Cette opportunité-là, elle s'accroît au fil des ans, au fil des décennies. Mais comment mieux canaliser cette énergie qui est là et qui ne demande qu'à être bien exploitée. Donc moi, je ferai ce bilan-là, je me demanderai dans quelle mesure, de manière sereine, sans avoir peur même de se dire parfois, oui, il y a des choses qu'on a essayées qui n'ont pas marché, il y a des choses qu'il ne faudrait pas encourager et tout ça. Donc, quand je donne juste un exemple, il y a des diasporas aussi, parfois on investit dans des activités à revenus immédiats. Donc, on pense, moi, j'ai des questions liées à l'environnement, par exemple, on va dire, bon, on va faire de l'import-export. Il y a des gens de la diaspora qui vont investir, par exemple, dans ce qu'on appelle chez nous des France au revoir, donc pour parler des véhicules qui sont déjà en fin de vie de ce côté-ci, mais qu'on va envoyer en Afrique. Et c'est parfois ces gens de la diaspora qui sont derrière et qui amènent ça. Certainement, pour ces personnes-là qui sont derrière ce commerce-là, ça va amener des gains immédiats, mais on transforme l'Afrique en un dépotoir. Donc, par rapport et on n'a même pas l'expertise sur place pour pouvoir utiliser. Donc, il y a des épaves, il y a des pneus usagés qu'on va amener et tout ça. Donc, on y participe. Donc, on peut faire ce bilan-là pour dire oui, la diaspora, oui, on va travailler avec l'Afrique et tout ça, mais il faudrait qu'on soit proactif et qu'on accepte de faire cette critique-là pour dire oui, pour que la diaspora, il y a une énergie, il y a quelque chose à exploiter, mais il faudrait que ce soit quelque chose qui soit un partenariat gagnant-gagnant et quelque chose qui nous permet donc de nous projeter par rapport aux générations futures, par rapport au développement de l'Afrique, au potentiel qu'on a et tout ça. Donc, il ne faudrait pas qu'on participe d'une certaine manière à entrer dans un cercle qui devienne un cercle non pas vertueux, mais un cercle qui nous amène à nous morfondre, à dire oui, ben, on est, et à être dans une certaine mesure conforme à l'idée qu'on nous renvoie parfois et qu'on ne partage pas et qui est complètement fausse, cette idée-là, que l'Afrique, elle ne serait pas entrée dans l'histoire ou pas. J'en termine là pour l'instant. Merci beaucoup, M. Assogba. Donc, il y a un bilan à faire, puis ce bilan n'est certainement pas négatif. On a beaucoup de potentiel, si je m'en tiens à vos propos. Et du point de vue environnemental, c'est tellement intéressant les points que vous soulevez par rapport à l'idée de faire attention, à ne pas servir finalement de dépotoir. C'est très intéressant comme point. Emmanuel, est-ce que dans le domaine de la santé, si on fait un bilan, l'Afrique a de quoi être fière? Ah ben, sans aucun doute, je vais vraiment aller dans le même sens que les deux professeurs avant moi, nos deux copanélistes. C'est clair, c'est même plus à démontrer que les talents sont présents dans la diaspora, des talents africains. Mais seulement pour rebondir un peu sur ce que professeur Moumouni disait avant, c'est que oui, c'est vrai qu'on réalise que la diaspora intervient beaucoup plus au niveau financier en Afrique et tout, mais on doit quand même réaliser aussi que cette aide-là, elle vient avec une décroissance aussi à un certain niveau. Donc, plus on s'implique plus parce qu'il y a comme aussi une misère croissante quand même sur place qu'on ne peut pas nier. Mais c'est sûr, et c'est sûr que pour avancer, il faut absolument comprendre son passé. Il faut d'abord vraiment se mettre en contexte, comme il le soulignait et comme professeur Assogba le soulignait aussi, c'est vraiment de se dire d'où est-ce qu'on vient, qui on est réellement, c'est quoi, qu'est-ce qui nous caractérise en tant qu'Africains, et vraiment se le dire de manière lucide, sans vraiment couper les coins ronds. Et ce que j'aime bien citer, cette phrase d'un livre bien connu, qui dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Et justement, vraiment, pour que les Africains puissent justement aider là où il faut aider ou fédérer vraiment les forces pour faire profiter
leur talent ou pour mettre leur talent à contribution du continent, il faut comprendre, il faut connaître ce qui se passe, il faut être conscient de là où on vient, il faut vraiment connaître quels sont exactement les enjeux économiques, les enjeux politiques. Il faut absolument se baigner là-dedans. Ouais, c'est un peu ce que je pourrais dire. Et puis, si on parlait, tu parlais tout à l'heure, Serge, de lamentation, est-ce qu'on devrait se lamenter? Non, on n'est plus à ce niveau-là parce que de toute manière, lamenter, quand on se lamente, c'est parce qu'on attend la pitié, on attend une contribution externe et tout. Mais si on le fait, on va le faire encore longtemps. Non, on n'a pas à se lamenter, mais on a à entrer quand même on doit changer d'air. On doit changer d'air et entrer vraiment dans une ère très assumée de revendication, mais qui aussi implique plusieurs changements, qui implique quand même de se tenir droit dans ses bottes, de faire valoir très bien les points sur les qu'on revendique et puis aussi et qui nécessite aussi de se parler entre nos pays, de mutualiser nos forces, de se mettre ensemble, parce que c'est sûr que ça va vite, hein. La planète, elle ne nous attend pas, ça va vite et on a un peu de retard quand même. Donc, oui, c'est ça. Il faudrait juste qu'on reste très lucide par rapport à tout ce qui se passe maintenant. Et oui, on a vraiment beaucoup de talents qui peuvent être mis à contribution pour le continent, dans le domaine de la santé même. Dans le domaine de la santé aussi, on va sûrement revenir là-dessus un peu plus tard par rapport aux propositions, à des propositions concrètes, des idées concrètes. Mais avant ça, Steve, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette première réflexion de est-ce que l'Afrique a encore des raisons de se lamenter, de se plaindre aujourd'hui? Ben, je dirais que la plupart des choses ont été dites là par mes aînés. C'est sûr que non, je pense pas qu'on doit se lamenter parce qu'on a beaucoup de richesses, donc notamment la diaspora. Parce que dans la diaspora, au-delà de l'argent que les gens envoient, au fait, c'est beaucoup de connaissances qu'on vient chercher ici. Maintenant, c'est vraiment de mobiliser, de savoir comment on peut orienter tout ça ensemble pour qu'on puisse redonner quelque chose de bon. C'est comme l'a dit tantôt, quelqu'un disait, ben, on envoie des voitures, par exemple, qui sont presque usuettes ou des francs au revoir un peu, si je reprends l'expression. Aujourd'hui, ce n'est pas des choses qu'on doit faire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire et comment on peut accompagner les gens? Comment aussi, on peut aussi voir, comment on peut développer les gens qui restent là-bas parce que sans oublier le rêve de l'Africain qui veut venir en Europe ou qui veut voyager. On a vu des milliers de personnes qui ont perdu la vie dans l'océan, ainsi de suite, tout simplement parce qu'ils nous voient, on voit, on appelle les benguis, là, les gens qui reviennent pour aller montrer un peu ce qu'ils ont pu acquérir, que ce soit en matière, généralement, c'est le côté financier, là. Donc, tout le monde rêve de venir ici, alors que la vie ici, elle n'est pas forcément aussi facile, elle n'est pas forcément aussi belle. Vraiment, moi, je pense que non, la richesse est là. Maintenant, c'est vraiment comment savoir l'exploiter. Parce que si on ne sait pas l'exploiter, ça va être juste encore, comme l'a dit tantôt quelqu'un, ça va être une mauvaise épine qu'on vient planter encore aux Africains ou à l'Afrique, tout simplement. Merci. Donc, je pense que la table est bien mise. Puis je pense que chaque panéliste ici a peut-être des idées qui bouillonnent. Puis moi, je veux les entendre, ces idées-là. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique peut tirer de cette table? Ce que je veux ici, c'est qu'on ne se permette pas forcément d'aller beaucoup en profondeur, mais juste à mentionner les idées. C'est qu'en une heure, on ne peut pas creuser, aller en profondeur sur tous les aspects, mais il y a forcément des choses qu'on peut faire pour faire profiter à l'Afrique, pour faire profiter l'Afrique de tout ce que ces diasporas savent aujourd'hui, de tout ce que ces diasporas ont en termes d'expertise, de talent, d'habileté, ou bien des choses qu'on a apprises, même ici, les bons coups, comme j'aime le dire, quand on va dans une société, c'est pas pour ramasser les tas, mais c'est pour aller pêcher les bonnes choses qu'on trouve et qui peuvent nous servir simplement. Donc, je vais peut-être reprendre le tour de la table ou si spontanément un des panélistes veut intervenir par rapport à ce que
on peut mettre en place comme idée, des idées de projets pour faire profiter de l'Afrique? Est-ce que M. Moumouni, vous voulez recommencer? Oui, je pense qu'il y a trois manières de contribuer au développement du continent. La première, on vient de la souligner, il s'agit de contributions à distance, c'est-à-dire les transferts que l'on fait au pays pour aider à renforcer le lien social, parce que la famille en a besoin, parce que les amis en ont besoin, parce que la communauté en a besoin. Je pense que nous avons aussi ce devoir de solidarité familiale à honorer. Ce n'est pas pour encourager, inciter à la paresse, mais il y a de vrais besoins qui se posent, il y a de vrais besoins qui se posent sur le terrain. Des études ont montré que sans ces transferts-là, le taux de pauvreté augmenterait dans les pays africains. Par exemple, au Ghana, ce taux pourrait augmenter de 5 à 7%, en Ouganda jusqu'à 11%. Donc, les transferts de fonds que nous faisons règlent de vrais problèmes d'existence, de maintenir la vie. Ça, c'est important, parce que si la vie n'est pas maintenue, tout le reste ne serait que désert. Donc, c'est important, on peut investir en santé. Emmanuel pourrait en parler. C'est important aussi parce qu'il y a des problèmes de santé qui se posent. Il y a des transferts, des investissements structurants que l'on peut faire dans les hôpitaux. On peut aussi investir aussi en matière d'éducation. Les études aussi ont montré que quand on transfère ces fonds-là en Afrique, ça aide à maintenir les enfants à l'école. Ça renforce même disons, le côté résilient même des enfants à l'école. Donc, c'est important ce transfert qui renforce le lien social et qui honore le devoir de solidarité. Ça, c'est la première manière de contribuer. La deuxième manière, évidemment, on ne peut pas juste se contenter de ça parce qu'il faut que l'Afrique avance, il faut que l'Afrique se développe. La deuxième manière, c'est investir dans les affaires. Et là, Steve peut mieux nous en parler. Investir dans les affaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de l'investissement direct étranger aussi. En tant que membre de la diaspora, c'est aussi prendre part au développement des marchés financiers. Par exemple, on a les obligations de la diaspora. Il y a certains pays qui émettent des obligations de la diaspora. Ce sont des choses dans lesquelles on peut s'investir. C'est aussi créer même des entreprises ou des co-entreprises au pays, faire l'expérience de faire quelque chose au pays. Évidemment, ce n'est pas facile. Ceux qui ont fait l'expérience peuvent vous témoigner que c'est la croix et la bannière de créer une entreprise au pays. Ou alors contribuer aussi au développement du tourisme. Voyez-vous, il y a diverses manières de prendre part au développement économique et d'investir dans le capital économique. La dernière contribution, la dernière manière de contribuer, évidemment, c'est par l'expertise, c'est par le partage de l'expertise. On en parlait tout à l'heure et on peut le faire en tant que consultant, tout en restant chez nous. De temps en temps, si on participe aux appels d'offres et on gagne, bien sûr, on peut apporter notre contribution en tant que membre de la diaspora. On peut faire de la consultation. On peut faire un peu plus, c'est-à-dire on peut participer aussi en tant qu'agent contractuel de l'État. Si on a beaucoup plus confiance qu'on peut faire quelque chose de façon plus durable, on peut s'installer comme agent contractuel de l'État. On n'est pas un agent permanent, on n'est pas un fonctionnaire, mais on a un statut quand même un peu plus stable pour contribuer de façon un peu plus structurante. Et si on décide, en tout cas, de faire un retour plus ou moins définitif au pays, en ce moment-là, on peut carrément entrer au pays et s'installer de façon permanente. Donc, voilà un peu les différentes modalités, en tout cas, de contribution au pays. Et moi, j'insisterai beaucoup sur l'aspect investissement, sur l'aspect du développement des affaires, parce que c'est cela qui nous manque. Et sur ce point, je pense que Steve est mieux placé pour nous en parler. Absolument, je lui laisserai la parole à Steve tantôt pour qui aurait même déjà une idée de projet concret, quelque chose j'ai hâte d'en apprendre plus. Mais Emmanuel, le professeur Moumouni t'a interpellé peut-être au fil de son intervention, mais j'aimerais savoir concrètement dans le domaine de la santé, quelques idées tu as sûrement réfléchi. C'est qu'on a quelques discussions de couloir au travail de temps en temps. Alors que si tu veux partager avec des milliers d'Africains, autant sur le continent ou de la diaspora qui nous suivent présentement.
L'enjeu en santé, c'est qu'il faut vraiment être conscient du fait qu'on ne fait pas face aux mêmes réalités en Occident qu'en Afrique. Donc, en partant vraiment, il faut garder ça à l'esprit parce qu'on serait tenté de vouloir appliquer un modèle qui fonctionne ici en Afrique. Ça marcherait pas tout de suite. Et même si seulement on regarde des analyses de biologie médicale, il y a des analyses qui vont être moins faites en Afrique à cause des conditions, de la température. Et on sait que les laboratoires ne sont pas souvent très bien équipés. Donc, il faudrait mieux peut-être avoir recours aux analyses qui vont s'adapter aussi aux températures et qui seront aussi accessibles, hein, parce qu'on parle aussi d'insuffisance économique parfois. Il faut pouvoir, comment je veux dire, adapter aussi les méthodes à ce qui à ce qui est faisable sur place. Mais c'est sûr que je vois beaucoup en Afrique, moi et au Cameroun en particulier, un besoin d'harmonisation dans le système de santé, à harmoniser les pratiques, à harmoniser les manières de faire, les procédures. C'est pratiquement inexistant et ça fait qu'on a un système de santé très souvent décousu où ça se passe un peu différemment d'un dispensaire à l'autre et tout, alors que si les structures étaient harmonisées, bien, on pourrait certainement au moins pouvoir répliquer ce qui fonctionne ailleurs. Et c'est sûr que c'est des choses qui sont faites, mais je ne peux pas vous cacher mon malaise d'en parler sans me sentir idéaliste, parce que je sais aussi que pour pouvoir les implémenter, toutes ces suggestions-là, il faut avoir la collaboration des personnes sur place. Il faut pouvoir, il faut que les idées soient bien accueillies. Il faut qu'elles soient même sollicitées. Il faut qu'elles soient acceptées. Il faut qu'il y ait une ouverture sur place. Et ceci me conduit aussi un peu à devoir parler du fait que, même quand on se veut le plus apolitique possible, pour moi, c'est pratiquement faire de la politique de l'autruche, de dire qu'on est apolitique. On doit absolument confronter les politiques aussi sur place. On doit absolument au moins les remettre en question, au moins venir à un certain niveau, essayer de les changer. C'est sûr qu'on ne viendra pas de la diaspora pour le faire, mais au moins éduquer dans le sens de faire des ouvertures au niveau politique qui permettraient justement de mettre certaines propositions en place. Parce que sinon, j'en connais des personnes qui sont allées dans mon pays d'origine et qui ont fait de grandes propositions, de très belles propositions, mais qui n'ont pas trouvé un terrain favorable ou fertile. Donc, je vais m'arrêter là, mais c'est en gros vraiment ce que je pourrais dire par rapport à cela. Oui, parce que tu abordes un aspect que je prévois qu'on aborde un peu plus loin, à savoir à quel point l'Afrique est prête à accueillir tout ce que la diaspora peut lui apporter. On reviendra certainement sur la question. Mais je vais laisser monsieur Assoba nous donner quelques idées aussi de cet apport-là que la diaspora peut faire. L'idée, c'est d'être complémentaire à ce qui a déjà été souligné par Charles Moumouni et puis Emmanuel. Moi, c'est des secteurs prioritaires en Afrique. Il y a la santé, on en a parlé, il y a l'éducation. Donc, moi, c'est beaucoup plus dans des secteurs pareils qu'il faudrait. Et puis après, l'économie, s'entend, on avait commencé à parler déjà des transferts, donc de l'investissement privé, donc des initiatives privées qui ont des impacts. Moi, je demeure toujours dans l'idée que ces initiatives, il faudrait qu'il y ait des impacts réels dans des secteurs comme la santé, l'éducation et tout ça. Donc, ça va être les aspects qui vont être très intéressants à mettre en œuvre. Notamment, en ce qui concerne l'éducation, c'est de voir dans quelle mesure, déjà en ce qui concerne l'université, par exemple, mettre en place des partenariats, des collaborations et travailler avec et tout ça. Donc, puisqu'il y a un avantage
tantôt, Emmanuel parlait des difficultés qui peuvent se présenter sur le terrain par rapport à l'implémentation ou à la mise en œuvre de certaines idées et tout ça. Donc, l'adaptation par rapport aux réalités et locales et tout ça. Et là, on a besoin de l'expertise de la diaspora, puisque souvent, on a cet avantage, il y a une longueur d'avance par rapport aux conseillers techniques ou aux experts qui vont venir et qui ne connaissent pas le terrain et tout ça. Donc, on a déjà cette connaissance du terrain-là qui fait qu'on connaît les réalités et on voit dans quelle mesure il peut y avoir des pesanteurs, mais dans quelle mesure on peut adapter des technologies ou des façons de faire, des process avec les réalités du terrain. Donc, ça peut permettre quand même de mieux accepter, donc de mieux mettre en place donc, des structures qui vont avoir des impacts réels. Puisque surtout l'idée, ce n'est pas de faire des investissements à fond perdu, mais c'est de faire des investissements pour qu'il y ait des changements qui peuvent être évalués et tout ça. Donc, c'est de voir dans quelle mesure, effectivement, par rapport à la diaspora, l'expertise de la diaspora, mettre en place donc des partenariats, des collaborations donc avec des impacts réels et tout ça. Il y a également l'autre aspect qui peut être souligné également, donc c'est de voir dans quelle mesure au niveau donc des centres de recherche, donc de voir faire des études de terrain et tout ça, donc en fonction donc des membres de l'expertise de la diaspora, des talents qu'il y a au sein de la diaspora, donc de faire des partenariats gagnant-gagnant. Autant c'est intéressant pour les collègues qui sont sur place, donc de voir dans quelle mesure ils peuvent bénéficier des infrastructures qui manquent et en même temps avoir des données de terrain. Ça peut permettre donc d'avoir des impacts également. Et puis, l'autre aspect, c'est de voir dans quelle mesure, avec la facilité qu'on a maintenant avec les nouvelles technologies, mettre en place un système de réseautage. Pour il y a l'autre aspect également, parce que si chacun dans son coin essaie de faire des initiatives, donc ça part un peu dans tous les sens et tout ça, donc de voir comment on peut mutualiser les moyens, même si l'Afrique est grande au niveau des régions et tout ça, donc pour voir à l'échelle de l'Afrique, qu'est-ce qui marche à tel endroit, il n'y a aucun mal à faire du benchmarking, ça marche. Donc, les initiatives qui marchent, on peut essayer donc de voir dans quelle mesure on peut les adapter, les implémenter dans d'autres environnements similaires et tout ça. Donc, c'est de voir comment on peut mutualiser les moyens au niveau de la diaspora qui est plurielle et tout ça. Donc, pour que ça ne soit pas des actions éparses, mais qui, prises individuellement, ont peu d'impact si on essayait donc de mutualiser, donc de voir pour que ça ait un impact beaucoup plus important et tout ça. Donc, et profiter également donc de l'opportunité de cette pause obligée par la pandémie. Donc, on nous a toujours dit qu'il y a plein de choses qui ne pouvaient pas se faire. C'était pas. Donc, on a vu qu'avec la pandémie de la COVID, on a dû mettre sur pause l'économie et on a vu que le monde ne s'est pas pour autant arrêté. On a continué à faire des choses grâce aux technologies et tout ça. Donc, c'est de voir comment, après la pandémie, qu'on ne reprenne pas tout comme avant et qu'on peut voir, s'inspirer donc de cette pause-là pour voir comment on peut continuer à collaborer et puis à faire des choses, même à distance, pour que ça ait des impacts réels sur le terrain. Puisque c'est surtout les bénéficiaires, il faudrait qu'on constate les impacts réels de cet investissement-là, de cette collaboration. Merci beaucoup. Je n'arrêtais pas de remuer mes lèvres tout au long de vos interventions parce que je vois beaucoup de points de relance sur lesquels on peut rebondir puis alimenter le débat davantage. Malheureusement, j'aimerais vraiment que nos auditeurs puissent quand même suivre de bout en bout nos interventions. Donc, on va rester vraiment en surface comme ça et pourquoi pas trouver peut-être d'autres créneaux, d'autres occasions pour creuser davantage chaque point qu'on soulève. J'espère qu'on va en avoir l'occasion. Mais essayons d'aller au bout, puis de faire le tour, d'aborder les différents aspects, quitte à ce que ça reste en surface, quitte à ce que les gens nous interpellent. Pourquoi pas après dire, est-ce que je peux avoir le contact de M. Moune, est-ce que je peux avoir le contact d'Emmanuel, de M. Assoba par rapport à telle ou telle question. Donc, je souffrais, chers auditeurs, chers amis qui nous suivez, qu'on reste un peu en surface. J'aimerais entendre Steve qui même en se connectant a mis un nom Give Back to Africa. Je trouve ça génial comme titre déjà, mais qu'est-ce que ça cache, ce Give Back to Africa? Au fait, merci pour l'intervention. Moi, je vais dire, au fait,
ça fait longtemps que je pense un peu à qu'est-ce qu'on peut faire. Mais moi, je vois la chose autrement. J'ai pris quelques notes. Tantôt, au fait, je pense que c'est Dr Momoni qui disait qu'on est à peu près 200 millions de personnes de la diaspora africaine à l'étranger de façon ramassée. Moi, je pars que pour aider l'Afrique, il faut qu'on commence par de la philanthropie. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais juste mettre l'idée à la table. Imaginons que ces 200 millions de personnes donnaient juste $1. Ces 200 millions de dollars qu'on vient de récolter. Et si c'est fait d'une manière récurrente, donc $1 par mois, 200 millions de dollars chaque mois, on vient aider. Donc, pour moi, je pense qu'il faut commencer d'abord par combattre la pauvreté et la faim, après d'implanter. Après ça, on vient mettre en place des projets. Pourquoi nos projets ne marchent pas? Personne ne pense pas. Essayons de penser pourquoi nos projets ne marchent pas. Parce que les gens ont faim. Les gens n'ont pas assez de ci, n'ont pas assez de ça. Aujourd'hui, ici, au Canada, on a de quoi se soigner quand on est malade. On a des prises en charge. Il n'y a pas de prise en charge, il n'y a rien. Donc, aujourd'hui, moi, je me dis une chose, c'est la diaspora, ne serait-ce que québécoise ou canadienne, peut se réunir pour dire, ben, on veut faire quelque chose pour notre pays, mais on va commencer par là où le bas blesse, mettre du pain sur la table de chaque personne. Et ce n'est pas des gros montants, c'est juste des petits montants, mais vraiment que tout le monde adhère. Après ça, les projets vont venir parce qu'après ça, on va forcer les entreprises en place, par exemple, pour offrir une assurance de prise en charge, par exemple, pour les gens démunis, peut-être payer la prime annuelle pour que une famille puisse se couvrir. On va après créer de l'emploi, par exemple, acheter des terres et créer des petits projets pour que les gens qui n'ont pas accès aux emplois vont avoir l'emploi. Et ceux qui sont mes devanciers peuvent mettre en place une petite centre de formation en ligne, donner des formations. Mais quand le ventre a faim, je ne pense pas que les gens vont adhérer à ce projet-là parce qu'ils ont faim. Et quelqu'un qui a faim est prêt à tout brader. Ils vont se lancer dans le vol, ils vont se lancer dans les braquages, ils vont se lancer dans tout. Et parce que la base, la faim, la santé, si on essaie de s'attaquer à ces moyens-là, en passant d'abord par la philanthropie, je pense qu'on va aller loin. Merci. Merci beaucoup, Steve. Je sais qu'il y a beaucoup de points de relance, comme je le disais tout à l'heure. Puis, je vais m'arrêter peut-être sur un point essentiel. Emmanuel a mentionné l'aspect politique. Oui, j'ai suivi aussi. Je pense que beaucoup d'intervenants, vous avez déjà répondu à il y a eu des solutions qui sont venues à différents points soulevés. J'ai entendu parler de collaboration avec nos frères, nos amis, nos parents sur le terrain. Parce que véritablement, il y a des points, il y a des événements qui nous amènent à croire que l'Afrique n'est peut-être pas prête. Sinon, les Africains contemporains ne sont peut-être pas tout à fait prêts à ce que la diaspora vienne jouer sur le terrain, si on ne sait pas s'y prendre. Donc, moi, j'aimerais qu'on aborde cet angle-là pour savoir à quel point est-ce que l'Afrique est prête aujourd'hui à tirer profit véritablement des talents au sein de sa diaspora. Mouni. Pour être prêt, je pense qu'il y a de meilleures pratiques. Il y a des pays qui ont fait l'expérience réussie de la diaspora et qui aujourd'hui en profitent énormément. On parle de la Chine, on parle de l'Inde, on parle du Japon, on parle de la Corée du Sud et tous ces pays-là qui ont démontré que la diaspora est une force, est un levier pour leur propre développement. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pays-là? Les études l'ont montré. La première chose, c'est évidemment avoir une politique de la diaspora et un plan stratégique pour l'accompagner, pour sa mise en œuvre. Ça veut dire qu'on ne peut pas improviser, on ne peut pas utiliser la diaspora de façon opportuniste quand ça nous vient à l'esprit, quand nous avons besoin de l'utiliser, de l'instrumentaliser, on se mobilise comme un feu de paille et quand on finit, évidemment, on n'en parle plus, on revient dans 2 ans, on revient dans 5 ans. Là, il faut avoir une politique et une stratégie. Cela suppose 2 choses. D'abord, faire le mapping de cette diaspora, savoir qui est qui et qui fait quoi de la diaspora du pays. Aujourd'hui, rares sont les pays qui sont vraiment en mesure d'identifier leur propre diaspora. Je n'en connais pas, en tout cas, qui est vraiment une politique assez exhaustive. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'il n'y a pas de confiance. La diaspora n'a pas confiance à son pays d'origine. Donc, le pays n'est pas capable de recenser les membres de la diaspora. Donc, ça suppose évidemment cette confiance-là et cette capacité à identifier ce potentiel qui existe. La deuxième chose, au niveau de la politique, Henri Assoba en parlait tout à l'heure, c'est faire le point.
c'est faire l'état des lieux. Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'ici? Est-ce qu'il faut continuer à le faire comme on le faisait ou bien il faut faire de nouvelles choses? Si c'est en matière de santé, faut-il continuer à accepter les équipements des hôpitaux occidentaux qui nous déversent, qui envoient n'importe quoi dans les pays, ne serait-ce que pour les aider? Est-ce qu'on va continuer à faire ça? Est-ce qu'on va continuer à importer des voitures usagées, comme le disait tout à l'heure Henri Assoba, ou bien on va faire autre chose? C'est quoi les orientations de cette politique? Donc, la première chose, c'est la politique et une stratégie. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de l'administration des pays, il faut que tout le monde soit formé à la diaspora. La diaspora est une donnée transversale. C'est un peu comme le genre, c'est un peu comme l'environnement, c'est une donnée transversale de la politique nationale de développement du pays. Cela veut dire qu'au niveau de tous les ministères, au niveau de toutes les institutions, que chacun comprenne vraiment ce que c'est cette diaspora-là et comment il faut l'opérationnaliser au quotidien. La troisième chose, évidemment, ce sont les institutions. La diaspora doit être institutionnalisée. Quelle est l'instance du pays qui porte la diaspora? Est-ce que c'est un ministère tout entier ou est-ce que c'est une agence? Et si c'est une agence, quel est son pouvoir? Donc, il est important de structurer cette intervention-là pour que les membres de la diaspora puissent avoir des interlocuteurs et savoir exactement où est-ce qu'ils peuvent aller, avoir des réponses à leurs questions. Et au niveau de chaque pays, j'avais proposé ça au Bénin, ça fait quand même déjà plus de 10 ans, la construction d'une maison de la diaspora. Et c'est valable pour chaque pays africain. Il faut que chaque pays africain dispose d'une maison de la diaspora parce que pour que vous soyez en mesure d'aller partager, échanger dans cette maison avec les membres de la diaspora, mais aussi avec vos concitoyens sur les différents projets que vous portez. Donc, c'est important donc, au niveau de l'institutionnalisation de la diaspora. Et puis, enfin, l'autre élément de la politique, ce sont les secteurs clés, les secteurs prioritaires dont nous venons de parler. Quels sont les secteurs prioritaires pour le pays et quelles sont les lois et les règlements qui ont été adoptés pour accompagner ces secteurs-là? Parce que pour faire appel à la diaspora, il faut faciliter la mobilité. Est-ce que le visa est gratuit ou bien il faut payer une fortune pour avoir le visa alors même qu'on est concitoyen? Est-ce que la double nationalité est permise? Si vous voulez que la diaspora vienne investir chez vous, vous interdisez à vos concitoyens d'avoir une autre nationalité, donc vous leur fermez la porte. Est-ce que vous avez une politique en matière d'accès à la propriété? Est-ce que vous avez une politique en termes d'assurance? Est-ce que vous avez une politique en termes de rapatriement, de transfert de fonds, etc.? Donc, il faut une politique, des lois et des règlements qui sont adéquats pour accompagner ce mouvement-là. Donc, voilà un peu quelques conditions préalables pour une bonne politique en matière de diaspora. Merci beaucoup. Beaucoup de points encore qui sont mentionnés. Je vais tout de suite aller à M. Assoba pour en profiter, commencer en même temps le dernier tour de table, vu que le temps nous presse. M. Assoba, un point à ajouter ou un mot de fin? Oui, ben en fait, dans la même veine que ce que disait tantôt Charles Moumouni, c'est dit effectivement, voir dans quelle mesure effectivement on peut mettre en place des parties surtout donc de cette institutionnalisation, donc de comment on peut mieux tirer profit donc de l'expérience, de l'expertise de la diaspora. Il a souligné un certain nombre d'aspects. Je parle également sous le contrôle d'Emmanuel, qui est d'origine camerounaise. Je sais qu'au niveau du Cameroun, par exemple, un peu comme Haïti, qui a une très forte diaspora, mais dont la législation ne permet pas d'avoir la double nationalité. Une fois que vous avez une autre nationalité, vous perdez votre nationalité d'origine. Et ça fait que ça ne fait pas d'apatride, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils se reconnaissent de leur pays, mais en même temps, quand ils viennent, c'est plus compliqué. C'est comme un étranger qui va chez lui. Donc, ça ne facilite pas l'exploitation de cette expertise-là, de ces talents. Donc, il y a quelque chose à faire par rapport à tout cela. Il y a la mise en place, moi je dirais beaucoup plus comme dans le prolongement de ce que disait Charles, donc de la mise en place d'un écosystème favorable. Donc cet écosystème-là, donc il ne faudrait pas que ce soit lié aux politiques qui est là. Donc il faudrait que nos politiques pensent au-delà de leur existence, de leur mandat, mais mettre en place des institutions qui permettent donc de pouvoir rendre pérenne l'action des membres de la diaspora. Donc, ça peut être effectivement d'avoir un interlocuteur, donc de créer des incitatifs
par exemple, pour les membres de la diaspora, pour qu'ils puissent venir et tout ça. Donc, et déjà avec des secteurs qui ont été identifiés comme prioritaires dans lesquels on peut essayer donc de canaliser les efforts pour que ça ait un impact effectivement et tout ça. Donc, et puis, il faudrait aussi qu'on finisse un peu avec la mentalité de coloniser. Il y a aussi ça. Donc, on pense toujours qu'on fait moins confiance à son frère plutôt qu'à l'expatrié qui vient et tout ça, et qui, donc on dit oui, ben, parce que lui, il connaît déjà peut-être à l'autre, je vais peut-être mentir, ou bien lui, ne pas lui dire toute la vérité. Et il y a ça aussi, il faudrait qu'on le reconnaisse et qu'on regarde ça de manière sereine, de manière lucide pour dire oui, il faudrait qu'on en finisse. Donc, et là, on en revient également toujours à cette question donc de l'éducation. Moi, je pense qu'effectivement, l'un des grands torts de la colonisation et de notre système éducatif, c'est d'avoir inculqué dans la tête qu'on est inférieur aux autres, on n'a pas suffisamment, on n'est pas intelligent et tout ça. Donc, et du coup, une fois que c'est fait, si vous êtes convaincu vous-même que vous êtes inférieur aux autres et que vous n'avez pas suffisamment... Donc, la colonisation fait ses œuvres et tout ça. Donc, ça fait qu'il faudrait en finir avec cette mentalité de coloniser et de dire, ben, d'accord, on est capable, on a des ressources, on peut essayer donc et avoir confiance. La diaspora ne vient pas pour prendre la place de quelqu'un, mais c'est de voir dans quelle mesure on peut essayer donc de contribuer donc à l'avancement du pays et tout ça. Donc, il y a également des questions de transmission, comme on en avait parlé tantôt. Donc, c'est des questions qui demeurent. Moi, je dirais pour la première génération qui est là, il y a également donc même au niveau de la diaspora, deuxième, troisième, quatrième génération, des questions vont se poser par rapport à des enfants, des afro-descendants qui arrivent et tout ça, et qui sont originaires d'un pays, mais qui n'ont jamais vécu là-bas et tout ça, et donc qui ne connaissent pas la langue, et qui sont dans le pays d'accueil, dans le pays où ils vivent, ils ne sont pas considérés comme des nationaux, et en même temps arrivés chez eux. Donc, ils se retrouvent, il y a des enjeux identitaires également qui se posent. Donc, ils vont chez eux, ce qui est censé être chez eux, ils ne sont pas compris comme des nationaux, et ils sont dans la terre d'accueil, ils ne sont pas également. Donc, il y a vraiment des enjeux, aussi bien pour les membres de la diaspora de la première génération, donc des questions donc, de transmission, donc d'éducation, et ça nous... On a effectivement donc d'avoir cette responsabilité-là donc de transmission des valeurs. Moi, je parle beaucoup plus donc on peut faire, et là je fais le lien avec la thématique du mois de l'histoire, donc se reconnecter aux valeurs ancestrales. C'est exprès que j'ai choisi cette image donc en arrière virtuel. Donc il y a la porte de non-retour. C'est très symbolique. Moi, je voudrais beaucoup plus qu'on parle de la porte du retour, nécessairement par rapport à la thématique qui nous concerne. Donc, se reconnecter aux valeurs ancestrales. Donc, on nous a dit, ben, c'est la symbolique par rapport à l'esclavage. Donc, il y a cette symbolique-là, donc du porte de non-retour. Donc, quand ils passent cette porte et ils vont, le départ du commerce triangulaire, ils partent, donc ils ne sont plus censés revenir. Donc, il y a beaucoup plus à développer le tourisme mémoriel pour que la diaspora est partie, ou bien les afro-descendants, ils doivent revenir quand même. Il y a quand même ce besoin-là donc de ne pas perdre ce lien-là, de se reconnecter, oui, au recours au passé, mais non au retour à un passé. Merci. Merci beaucoup. J'aurais aimé vous avoir comme dernier intervenant, en fait, quasiment comme une conclusion, mais je vais bondir dans le même sens. Je fais la balle au rebond. Je m'excuse par avance puisque je dois me déconnecter, comme je vous l'avais souligné tantôt. Il est pratiquement... Votre contribution très riche, très édifiante, et on aura le plaisir de continuer ce débat-là dans d'autres corridors, pourquoi pas. Merci. De faire partie de ce panel-là. Alors, pendant que M. Assoba s'en va, j'ai vu Emmanuel secouer la tête à plusieurs reprises à différents moments des premières interventions sur la question. Emmanuel, véritablement, la diaspora a besoin d'être mieux encadrée pour en tirer un meilleur profit. Qu'est-ce que tu en dis? Ah ben absolument. Et puis, il a vraiment mis le doigt sur la plaie quand il a parlé du Cameroun, parce que justement, nous, la diaspora camerounaise, elle est carrément écartée des affaires du Cameroun. Donc, tout ce qu'on peut vraiment faire, c'est des actions philanthropiques comme Steve parlait, mais ça ne peut pas se limiter qu'à ça, justement.
l'homme dans son entièreté ne peut pas juste dépendre de ce qu'il mange et de ce qu'il et de ce qu'il boit. Et c'est un peu comme si on limite la diaspora à assouvir ce type de besoin-là, à juste combler le ventre et puis on n'a plus rien d'autre à faire. Et c'est ça qui fait que on se demande justement comment est-ce que la diaspora même peut être prise au sérieux par les institutions sur place. Et M. Moumouni l'a très, très bien souligné en parlant de l'institutionnalisation de la diaspora. Moi, j'irais même un peu plus loin en disant que ça devait prendre vraiment, au moins au ministère des Affaires étrangères, il devrait avoir un département, tout un département alloué à la diaspora. Il devrait même avoir un député au Parlement ou à l'Assemblée nationale qui soit un représentant de la diaspora pour vraiment pouvoir recueillir tout ce qu'elle a à offrir et puis mettre en place aussi ses suggestions et ses propositions. Et comme il disait, surtout savoir qui elle est, où sont les expertises, qui peut faire quoi. Donc, c'est ça. Ça demeure une perte pour l'Afrique si elle n'en tire pas pleinement profit. À ce que je comprends, c'est une question de revoir les structures, de mieux encadrer, d'institutionnaliser. Mais il y a du potentiel, ce n'est pas ça qui manque. Il y a du potentiel véritablement. La diaspora a beaucoup à offrir. C'est juste que le cadre institutionnel n'est pas sur place. Puis, si on continue de traiter les membres de la diaspora comme des étrangers ou on leur fait moins confiance, je pense que c'est l'Afrique qui en perdra. Est-ce que Steve, tu avais un dernier point, quelque chose à ajouter par rapport à ce point avant qu'on fasse un dernier tour? Oui, au fait, je veux juste ajouter juste un petit point. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ce que mes aînés ont dit. Par contre, moi, je vois la chose autrement. Je la vois autrement parce que j'ai comme l'impression qu'on vient dégager la balle dans le camp de l'État. Moi, je veux qu'on reprenne cette balle-là, nous, en tant que diaspora, qu'on commence à faire quelque chose et à partir de ça, on va nous prendre au sérieux. Mais demander que l'État crée un département ou crée quelque chose, qu'on ait un représentant au niveau de l'Assemblée, ça se peut que ça se fasse rapidement. Mais moi, je pense qu'il faudrait que nous-mêmes, qu'on constitue déjà quelque chose ici, même si c'est à petite échelle, mais on va grossir forcément. Que ça soit fait, par exemple, sur Québec, sur Canada ou ainsi de suite. On va se réunir, on va se grossir, on va monter quelque chose, on va avoir un statut et petit à petit, on va faire tâche d'huile. C'est juste ça. Le débat est grand, le débat est immense si on doit le poursuivre. Mais je vais quand même m'excuser auprès de nos auditoires qui souffrent qu'on passe rapidement. L'idée ici, c'est de permettre à tout le monde d'écouter au moins jusqu'au bout, parce que c'est que de tous les pays où les gens vont suivre cette discussion, la connectivité à l'Internet, on a eu déjà beaucoup de feedback dans les premières semaines de l'événement. On sait que c'est difficile pour beaucoup. Donc, si on en fait trop long, ça va être difficile à suivre jusqu'au bout. Et donc, j'allais aborder notre dernier point en parlant de cette connexion-là. Donc, Monsieur Assobana parlait vite fait avant de partir. Si on prend le thème de l'événement en cours, du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, ce thème traduit un peu se reconnecter aux sources. Donc, ce thème traduit un peu quand même un certain attachement de cette diaspora-là à ses racines. Et donc, si on veut renouer, si on veut garder un certain canal de communication avec notre passé, avec notre identité, c'est parce qu'on reste attaché d'une certaine façon à nos terres, à notre histoire et à notre identité. Pour nous qui sommes là, on démontre déjà assez un certain attachement à l'Afrique. Si on s'assoit pour parler de qu'est-ce qu'on peut apporter, je pense que ça démontre quand même. Et beaucoup même d'afro-descendants de plusieurs générations, comme l'initiatrice de cet événement, Mélina Semou, qui n'est pas africaine de première génération, c'est une afro-descendante des Caraïbes qui prend quand même de telles initiatives. Donc, ça démontre beaucoup un certain attachement. Mais pour nous qui sommes là aujourd'hui, par rapport à notre progéniture, nos enfants et nos deuxième, troisième génération, comment faire pour que cette identité-là ne soit pas perdue, pour que ce lien-là demeure? Est-ce que vous avez un commentaire ou
si vous n'avez pas de commentaires pas spécifiques sur la question, peut-être on fait un dernier tour de table pour clôturer le panel. La parole est à qui veut la prendre. Oui, parfait. Les deux questions. Oui, allez-y, allez-y, docteur Moumouni. Non, vas-y. Ah, OK. Mais moi, ce sera très bref. C'était juste de dire qu'il faut leur parler, il faut raconter l'histoire. Moi, je crois, même si je suis convaincue que l'Afrique n'a pas que la tradition orale comme l'histoire veut le faire croire, mais c'est clair que les Africains ont transmis aussi des connaissances beaucoup par les écrits. Mais la tradition orale, elle est aussi importante de dire, en fait, à nos enfants qui y sont, de leur rappeler l'histoire, de leur parler de l'Afrique. C'est sûr que ça les garde connectés. Et puis, aussi, je voudrais terminer sur une note d'espoir en disant que je crois quand même que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. L'Afrique, c'est l'avenir de la planète en général. Et je ne sais pas comment ça va se passer, mais tout porte à le croire. Quand on voit la jeunesse du continent, quand on voit les potentialités, quand on voit les choses à bâtir, les choses à mettre en place, l'immensité du travail à faire, ça ne peut que aller vers cette direction-là. Et puis, la diaspora est certainement une manne aussi. Hein. La diaspora et ses enfants sont une manne probablement du ciel pour l'Afrique à une certaine période. Merci beaucoup, Emmanuel. Monsieur Moumouni? Oui, Emmanuel a tout à fait raison. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, si l'Afrique est le passé de l'humanité, elle est aussi l'avenir de cette humanité, elle est la conscience de cette humanité. Ce qu'elle vaut est beaucoup plus grand que les dirigeants qui sont à la tête de ce continent. Et c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Il ne faut pas confondre l'Afrique et ses dirigeants. Il ne faut pas confondre le pays et ses gouvernements. Si vous allez suivre les gouvernements, vous allez être découragé, vous allez être déconcerté, vous aurez envie de tout abandonner parce que justement les gouvernements vous découragent. Mais ce qui vous rattache à l'Afrique, ce ne sont pas les gouvernements. Les racines sont beaucoup plus profondes que les gouvernements qui sont là, qui sont de passage. Ils sont de passage, mais le pays ne passe pas, le pays demeure. Donc, c'est important de se rattacher à la racine. Et c'est la racine qui vous rattache au pays. Ça ne va pas être facile. Il y a des pays qui facilitent le retour de la diaspora, qui ont des politiques qu'on appelle de soft landing, c'est-à-dire d'atterrissage en douceur. Mais si vous attendez l'Afrique de vous dresser le tapis rouge pour votre retour, ça n'arrivera pas. Et sur ce point, je rejoins Steve qui disait tout à l'heure, il ne faut pas non plus trop compter sur ce gouvernement-là, c'est à nous de nous prendre en charge. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, parce qu'en nous prenant en charge et en ayant une vision qui va au-delà de l'action gouvernementale, nous nous inscrivons dans le temps, nous nous inscrivons dans la durée, et c'est beaucoup plus rassurant pour nous que de compter sur des gouvernements qui vont de toute façon vont pas toujours répondre à vos attentes. Donc l'Afrique, elle est très grande, c'est 54 pays. Si vous voulez faire quelque chose en Afrique, ne regardez pas juste votre pays d'origine, regardez 54 pays d'Afrique. C'est impossible. Si vous voulez faire quelque chose dans un pays qui n'est pas possible, allez dans le pays d'à côté. Vous êtes un Africain, l'Afrique a cet avantage-là d'avoir une identité très forte. Rares sont les continents où on désigne les gens par africain ou par le nom du continent. Je ne vois pas des gens qui se disent « je suis européen » ou bien « je suis asiatique » ou bien « je suis… » Non, quand je dis même américain, ça ne veut pas dire tout le continent, ça veut dire les États-Unis. Mais quand je dis « je suis africain », ben oui, c'est mon identité. J'ai une identité continentale. Donc, je me prévaux de tout ce qui se passe dans chacun des 54 pays d'Afrique. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'opportunités qui ne se limitent pas à votre pays d'origine, mais qui s'étendent à l'ensemble du continent. Merci beaucoup. J'aimerais demander à Steve, est-ce que tu as une dernière intervention, un dernier mot à placer? Non, pas forcément pour rebondir. S'il y a un autre sujet, parce que je voudrais aussi quand même présenter Give Back to Africa juste avant qu'on termine aussi. Alors, en une minute, puisqu'on a débattu déjà. OK, parfait. Donc, ce que je voulais juste présenter un peu Give Back to Africa, c'est un organisme de bienfaisance qui est mis en place, qui a deux objectifs. Première chose qu'on a à faire, c'est de
de collecter des fonds pour pouvoir, au fait, aider les gens en Afrique dans un premier temps. Mais au fait, contrairement un peu à ce qu'on pense, c'est pas qu'on vient juste donner, aider pour donner de l'argent. On va venir également créer de l'emploi. On va venir également, il va y avoir plus tard une plateforme pour donner de la formation. Donc, give back, donc on redonne. Ça peut être redonné en termes pécuniaires et financiers. Ça peut être redonné également en temps. Donc, en temps, ça peut être une formation, ça peut être ceux qui veulent transmettre du savoir. Ça peut être également du temps pour aller aider, par exemple, les personnes âgées ou ainsi de suite. Donc, c'est vraiment redonné, mais ce n'est pas dans le style de c'est une organisation qui fait du don parce que je voulais juste revenir un peu sur le point où on avait dit, bon, ce n'est pas de la philanthropie. Attends, mais oui, on commence par de la philanthropie, mais c'est sûr que moi, le but aujourd'hui, c'est d'avoir assez de fonds pour pouvoir couvrir et les besoins ponctuels et également développer, créer de l'emploi, aller plus faire autre chose. Maintenant, ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations, je suis disponible sur les plateformes et ça me ferait plaisir également de donner un peu plus d'informations, de donner plus de détails sur Give Back to Africa. Merci. Absolument, je sais que tu as Give Back to Africa, une page Facebook qui commence à s'animer beaucoup. J'ai fait un tour pour voir un peu. Donc, n'importe qui veut en savoir davantage est bienvenu, peut contacter Give Back to Africa directement. Et c'est le moment pour moi de vous dire un énorme merci. Et je vous remercie au nom de toute l'Afrique parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est cette journée, c'est dans le cadre de ce mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. C'est dans le cadre de cet événement qu'on va vivre sur une trentaine de jours, qui a commencé déjà il y a quelques jours, que nous avons pris ce temps pour juste effleurer le sujet. C'est que le débat est peut aller beaucoup plus loin que tout ce qu'on a effleuré, mais je suis content de ce qu'on a touché quand même, même si c'est de façon très brève, on a touché beaucoup d'aspects qui mériteraient d'être approfondis. Je remercie chacun et chacune de vous. Monsieur Moumouni, merci pour votre temps. Je sais que vous êtes très occupé dans la vraie vie et je suis vraiment honoré que vous ayez pris ce temps pour participer à cette échange, que vous ayez pris ce temps pour l'Afrique, littéralement. Emmanuel, je suis vraiment content de ta contribution. On n'a pas allé en profondeur sur l'aspect santé, mais pourquoi pas, le débat est lancé de toute façon. Puis nous, je sais que dans la vraie vie, on n'arrête pas d'en parler quasiment tous les jours. Et donc, on va continuer à mûrir nos réflexions. Et Steve, merci d'avoir pris le temps de venir contribuer à ce panel, mais aussi d'avoir lancé cette idée de projet que je trouve personnellement intéressant. Et j'ai hâte de voir ce que ça va devenir dans les prochains mois, les prochaines semaines, et les prochaines années. Donc, merci encore à chacun de vous. Puis, je vous souhaite une très agréable journée et un très bon mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Merci. Merci beaucoup. Merci Serge. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.